Rachida Dati est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Rachida Dati, nous allons évidemment beaucoup parler de Paris. Rachida Dati, mais il y a ce procès Pénélope et François Fillon qui s'ouvre, qui sera peut-être reporté, probablement reporté d'ailleurs. Est-ce que vous allez le suivre, ce procès? Franchement. Très franchement, non, je vais vous dire aussi par décence. Je trouve que François Fillon a quitté la vie politique. Oui. Je considère aussi que ce procès est une affaire privée. Et donc, je trouve que ça ne vous intéresse pas. Non, ne vous intéresse plus. Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement c'est une affaire privée. Et par décence aussi pour François Fillon et son épouse, et en particulier son épouse, je trouve que je ne ferai pas de commentaires. Oui, moi je me souviens ce que vous disiez le 9 juillet 2014. L'habit ne fait pas le moine, que François Fillon soit transparent sur ses frais, ses collaborateurs et forces républicaines. Vous aviez des doutes déjà en 2014. Non, on était dans un combat politique et à l'époque, quand je viens ici, quand je vous dis cette phrase, rappelez-vous, j'étais très attaquée. Moi, j'ai subi quand même beaucoup de manœuvres de déstabilisation. Par François Fillon et ses équipes et ses proches. Par un entourage, d'ailleurs, dont certains sont encore, je veux dire, en vigueur. En action. Oui. Contre vous. Oui, et ces manœuvres n'ont jamais abouti. Voilà, donc je ne me suis pas laissé faire et quand vous voulez vous attaquer à quelqu'un, il faut être sûr qu'effectivement on n'ait pas des choses à se reprocher. Donc voilà, donc c'est dans un contexte politique, dans un cadre politique. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et je vous dis, la décence m'oblige à le laisser effectivement dans cette affaire privée. Alors, le procès pourrait être renvoyé, probablement à mercredi. Il le sera d'ailleurs à cause de la grève des avocats. Comment le regardez-vous d'ailleurs, cette grève des avocats? Parce que finalement, qui en souffre? Les plus modestes, non? Les justiciables. Les justiciables. Et notamment les plus modestes. Et notamment les plus modestes, vous avez raison de le souligner. Mais il y a aussi une responsabilité quand même du gouvernement. Vous ne pouvez pas... Vous renvoyez les avocats et le gouvernement dos à dos. Parce que dans la responsabilité. Cette grève des avocats, c'est-à-dire qu'ils souhaitent se mobiliser parce que les avocats ont un système de retraite extrêmement bien géré. Avec une caisse qui est excédentaire. C'est pas une prime, c'est leur cotisation, ce sont leurs droits et leur caisse est excédentaire. Que fait le gouvernement? Il propose évidemment de réformer le système des retraites. Tout le monde est d'accord pour qu'on réforme le système des retraites. Vous êtes favorable, vous, à la réforme des retraites? Nous, on était plutôt favorable à une mesure d'âge. Comme on l'a fait en 2010, nous avons souhaité... Les syndicats n'en veulent pas, vous le savez. On était plutôt favorable sur une mesure d'âge. Aujourd'hui, le texte des retraites, je ne sais pas pour vous, en tout cas, moi je ne sais plus ce qu'il contient. Et qui en sort finalement bénéficiaire ou avantagé dans cette réforme des retraites. Et comme ils ne savent pas le financer, et comme ils ne trouvent pas les financements, ils essayent de puiser dans des caisses qui sont excédentaires. Et donc, je trouve que c'est un peu facile de dire on réforme et on prend l'argent chez ceux qui ont bien géré. C'est pas une méthode. Rachida Dati, utiliser le 49.3, c'est antidémocratique? Le texte qui est débattu aujourd'hui au Parlement, c'est un texte qui a fait l'objet de nombreuses critiques du Conseil d'État. Et c'est assez rare pour le souligner. Et le gouvernement n'a pas modifié le texte. Vous savez, quand le Conseil d'État émet des observations et des critiques, vous reprenez votre texte, vous le remodifiez, et ensuite vous le présentez au Parlement. Le gouvernement n'a pas souhaité le faire. Donc ce texte génère de la cacophonie, génère de l'incohérence partout, génère des amendements, et parfois même génère de l'obstruction. Et donc aujourd'hui, les débats n'avancent pas, et le gouvernement dit, si ça n'avance pas, eh ben on va avoir recours au 49.3. Si le débat n'a pas lieu au Parlement, il aura lieu dans la rue. Et moi, je veux vous dire, c'est assez dangereux, le pays est assez fracturé pour ne pas avoir de débat dans la rue. On n'utilise pas le 49.3 dans ce cadre-là. Moi, je trouve que le Parlement, c'est le lieu de tous les débats. Et il ne satisfait personne. Vous savez que vous avez vu... 49.3 que beaucoup de gouvernements ont utilisé. Oui, vous avez vu... François Hollande l'a payé très cher, le 49.3. Le premier, c'est Michel Rocard. Oui, mais il l'a payé aussi cher. Mais François Hollande l'a payé très cher avec la loi El Khomri, qui a fini dans la rue. Ça s'est fini avec des manifestations à l'infini. Vous savez, le début des manifestations violentes avec de la radicalité, ça a commencé avec les manifestations concernant la loi El Khomri. Donc il faut faire très attention avant d'avoir recours à ce type d'outils. Après l'attentat terroriste d'extrême droite en Allemagne, pourquoi avez-vous dit qu'Angela Merkel payait au prix fort l'ouverture massive des frontières allemandes? Pourquoi l'avoir dit? Monsieur Bourdin. Précisez votre pensée parce que ça a fait débat. Monsieur Bourdin. Oui. Je vais vous dire. Rachida Dati, oui. Je ne me laisserai pas enfermer dans une polémique qui n'a
absolument pas de sens et qui est indigne. Pourquoi c'est indigne? Certains essayent d'instrumentaliser une tragédie pour pouvoir, effectivement, dans cette campagne, faire un peu de polémique. C'est indigne. Qu'ai-je dit ce matin-là? J'ai dit simplement, d'abord, les migrants ne quittent pas leur pays par plaisir. Moi, je ne connais pas de migrants qui aient quitté leur pays par plaisir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je l'ai dit ce matin-là, le droit d'asile, c'est l'honneur de la France. Et je l'ai toujours dit. Le troisième point, je n'ai pas attaqué. Mes propos n'étaient pas contre les migrants, c'était contre la méthode. Et pour que ça se passe bien, Monsieur Bourdin, et vous le savez, moi je vous écoute très tôt le matin, et vous avez des auditeurs qui parlent de ça. Pour que ça se passe bien, une politique migratoire, c'est anticiper, c'est cadrer, c'est gérer. Et aussi, on prépare la population pour accueillir des migrants. Sinon, ça génère des tensions. Voilà ce que j'ai dit. Et la deuxième chose, j'ai été député européen. J'étais en charge de ces questions au Parlement européen. Ces questions, quelles étaient? Les questions étaient de dire, il faut harmoniser la législation sur l'immigration au niveau européen et il faut une coordination des États membres pour avoir une vraie politique migratoire efficace. Pour ne pas générer... Alors, j'ai une question corollaire. Juste pour terminer. Pour ne pas générer des tensions. Est-ce que c'est choquant, Monsieur Bourdin, ce que je viens de dire? Est-ce que ça vous choque? Non, mais vous pouvez... Non, je vous pose la question. Est-ce Merkel la coupable? Monsieur Bourdin, est-ce que mes propos sont choquants dans ce que je viens de dire? Je vous pose... Non, mais moi, je ne vais pas porter de jugement sur vos propos. Non, c'est pas porter un jugement. Je vous demande simplement... Monsieur Bourdin, simplement... Non, mais là, je vous reconnais pas. Non, Monsieur Bourdin, je vous reconnais pas parce que d'habitude, vous échangez avec les auditeurs qui vous parlent de ce type de sujet. Et vous donnez... Vous n'êtes pas une auditrice, je suis là pour vous poser des questions. Alors, je vais vous poser une question corollaire. Pensez-vous que les discours de l'AfD en Allemagne et ceux du Rassemblement national en France encouragent les activistes d'extrême droite à commettre ces crimes? Je vous pose la question, est-ce que vous le pensez ou pas? Non, et ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais... Et ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Je vous pose la question. Est-ce que vous le pensez, oui ou non? Quand il y a... Moi, je ne sais pas d'où était l'auteur de cette tragédie allemande. Est-ce qu'il était de l'AfD? On a dit, effectivement, que c'était un extrémiste. Est-ce qu'il était issu de l'AfD? Simplement, si... Mais vous avez lu ce qu'écrit l'AfD? Certaines choses? Certains tweets ou certains... Est-ce que vous pensez que ces discours-là encouragent ces actes extrémistes ou pas? Ça génère des tensions, ça génère des incidents, et les incidents peuvent mal finir. Et ces incidents ont mal fini en Allemagne. Incident, 9 morts. Monsieur, ces incidents c'est 9 morts. Hein. Ces incidents peuvent mal finir, ça se transforme. C'est comme la radicalisation. La radicalisation peut mal finir, ça se finit par des attentats terroristes. Voilà. Est-ce qu'on encourage, à travers certains discours, certains à passer à l'acte? C'est la question que je vous pose. Est-ce que aujourd'hui en France, l'AfD, en France au Rassemblement national et en Allemagne, l'AfD encourage certains par leur discours à passer à l'acte? Je vous demande ce que vous en pensez. Je viens de vous dire ce que j'en pense. Arrêtez de mouliner le truc. Je viens de vous dire ce que j'en pense. Vous savez, moi, j'assume mes propos. Je dis simplement, il ne faut pas tout mélanger. Je dis simplement, mes propos n'ont pas été contre les migrants. Mes propos, c'est sur la méthode. Parce que je veux vous dire, quand vous allez dans certains endroits, parce que moi, je ne cache pas la réalité. Il faut cacher la réalité aux Français ou aux Parisiens. Parce que moi, quand je découvre au centre de Paris, des territoires perdus de la République, des endroits où des femmes ne peuvent plus aller, où vous ne pouvez plus aller dans une rue ou dans un café, faut pas le dénoncer? Si, il faut le dénoncer. Parce que moi, je veux que Paris change. Vous savez, on dit, oui, il faut effectivement battre Anne Hidalgo. Moi, je ne veux pas que l'alternance, je veux que Paris change. Il y a des endroits à Paris où, effectivement, c'est inacceptable. La République n'y est plus. On parlait tout à l'heure, vous savez, quand vous avez des endroits, des espaces verts auxquels vous n'avez plus accès, parce qu'il y a des tensions, des rixes, tous les jours, il faut le cacher, il ne faut pas le dire. Il faut le dire, Monsieur Bourdin. C'est choquant. Non, mais c'est choquant. C'est choquant, ça n'est pas choquant. Les règles de financement étranger des mosquées, Valérie Pécresse propose d'appliquer au lieu de culte la règle en vigueur pour les partis politiques. Vous êtes d'accord avec cette idée? Sur les lieux de culte, vous savez, le sujet... Est-ce que vous êtes d'accord avec Valérie Pécresse? Parce que ça veut dire quoi sur la règle de financement des partis politiques? C'est ce que dit Valérie Pécresse. Alors je vous dis, c'est quoi la règle? La règle est très stricte. Ni un État, ni une personne étrangère n'a le droit de financer une mosquée ou de financer un parti. Voilà la règle. Voilà. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec Valérie Pécresse? Je vais vous répondre. Le financement des mosquées, comme les lieux de culte, le sujet
Vous pouvez avoir des financements étrangers. Nous avons des églises qui sont financées aussi par des pays étrangers. C'est une réalité. Par exemple, on peut avoir Strasbourg, Notre-Dame pour la reconstruction, on peut avoir des financements étrangers. Le sujet, c'est pas d'avoir un financement étranger. Le financement étranger, il faut scanner l'origine des fonds. Donc vous n'êtes pas contre un financement étranger d'une mosquée? Non, mais attendez, mais franchement, c'est bizarre que vous fassiez ce matin que des raccourcis. Mais je vous pose la question. Je vous réponds, je suis en train de vous répondre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Valérie Pécresse? Mais moi, c'est pas la question. C'est un sujet que j'ai vraiment, dont je parle depuis des années, bien avant Madame Pécresse. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai bien regardé. Quand vous avez un financement étranger sur un lieu de culte, on regarde l'origine des fonds. Le sujet, c'est pas d'interdire le financement étranger, puisque si on sait que les financements sont légaux, ils peuvent venir d'une association. Vous avez des associations, par exemple, qui veulent promouvoir une culture ou préserver un patrimoine religieux, comme nos églises en France. Ce qui est le cas, on peut avoir un financement étranger. Le sujet, c'est la gestion, l'organisation, qui est dedans. Que dit-on à l'intérieur? Quelles sont les prêches? Qui est salarié? La formation des images? Est-ce que vous êtes opposé à tout financement étranger? Non. Pas forcément si c'est contrôlé. Bon, mais pas forcément si c'est contrôlé. Mais je souhaite qu'il y ait un véritable contrôle de l'organisation, de la formation, de qui sont les personnes à l'intérieur et ce qu'on y dit. C'est ça le problème. Alors, la mairie de Paris, qui est votre principal adversaire? C'est pas une question de personne, c'est une question de bilan. La maire sortante, Anne Hidalgo, a un mauvais bilan. Donc moi, mon adversaire, c'est le bilan d'Anne Hidalgo. Donc je m'attaque pas à la personne, je m'attaque au bilan. Le bilan d'Anne Hidalgo est désastreux. C'est donc une primaire entre Agnès Buzyn et vous. Une primaire pour savoir qui sera l'adversaire d'Anne Hidalgo au second tour. Monsieur Bourdin, je veux dire... Non mais moi, mon adversaire, c'est le bilan d'Anne Hidalgo. Première chose. La deuxième chose, vous savez, être maire, ça ne s'improvise pas. C'est un engagement au long cours. Un engagement, un parcours professionnel ou une expérience sur l'autorité, sur la décision, sur la proximité. Agnès Buzyn n'a pas ces qualités-là? Et sur la proximité... Est-ce qu'elle a ces qualités-là ou pas? Écoutez, j'ai l'impression que tout le monde, et que pour l'instant on lui a mis des tuteurs, puisqu'elle prend des cours particuliers avec M. Nunez, qu'elle est chaperonnée, et qu'on a l'impression que tout... Elle est chaperonnée par qui? Par les uns et par les autres, les membres du gouvernement. Et donc j'ai l'impression que... Vous êtes chaperonnée par Nicolas Sarkozy? Non, parce que ça j'ai vu l'argument. Il vient... J'ai vu l'argument, oui, moi aussi. Voilà, il vient à un meeting de mobilisation de premier tour. Il ne m'accompagne pas à la Goutte d'Or, à la colline du Crac, ou à la Cité des Envierges dans le 20e arrondissement, ou dans le Jardin et Hall dans le 18e arrondissement, qui est squatté par des toxicomanes, par exemple. Donc où les familles ne peuvent plus accéder. Non, mais attendez, juste pour finir. Non, parce que et donc l'engagement de maire, c'est effectivement de l'autorité, de la décision et de la proximité. Et la proximité, Monsieur Bourdin, c'est pas de dire bonjour, comment allez-vous? La proximité, c'est écouter, prendre du temps, prendre des décisions et proposer des solutions concrètes aux habitants, aux Parisiens. C'est ce que je fais comme maire depuis des années. C'est un engagement de longue date. Toutes mes propositions sont inspirées de mon bilan de maire. J'ai expérimenté des dispositifs que je souhaite généraliser à Paris. Et que démontrent d'ailleurs les sondages encore récemment? Ça démontre quoi? Un, qu'il y a une dynamique, et deux, que mon projet est pragmatique. Alors, il est vraiment au plus près des préoccupations des Parisiens. On va entrer dans votre projet encore une fois, mais vous vous retrouvez au second tour, quelle que soit la gagnante de la primaire. Vous vous retrouvez avec Agnès Buzyn. Soit vous, soit elle, si j'ai bien compris. Puisque votre adversaire commune, c'est qui? C'est Anne Hidalgo. Oui, soit vous, soit elle. Soit moi et elle. Vous et elle. Vous pourriez vous retrouver au second tour. Non, mais vous dites pour le second tour, ça peut être une triangulaire. Vous? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Triangulaire ou une quadrangulaire. Mais je vais vous dire, Monsieur Bourdin, moi, attendez, on se connaît depuis assez longtemps dans le cadre de ces interviews. Vous commencez à connaître un peu mon tempérament. Vous savez, moi, je ne tire jamais de plan sur la comète. Oui, vous avez raison. Je suis très terre à terre, pas à pas. Toute ma vie était comme ça. Donc déjà, je fais une campagne de premier tour. Moi, vous savez, M. Griveaux, il a fait une campagne de 0 tour. Il est allé débaucher un coup à droite, un coup à gauche. On a vu le résultat. Moi, j'ai souhaité mobiliser les Parisiens. J'ai souhaité les entendre, les écouter, leur faire des propositions, leur dire, voilà ce que j'ai fait dans le 7e. Est-ce que je peux le généraliser? Et moi, j'ai fait un programme qui réconcilie tous les Parisiens. La sécurité, ça concerne tous les Parisiens. Hausse de la délinquance à Paris. C'est évident. 2018-2019, je ne vais pas donner les chiffres, mais elle est la délinquance générale, ça augmente tous les ans. Vous voulez installer des adjoints de sécurité dans chaque arrondissement, c'est cela? Oui. Il paraît que ça existe déjà. Alors, justement, c'est vrai ou faux? Non, alors je vais vous dire, l'adjoint... J'ai vu les arguments de chez Anne Hidalgo. Ce qui n'existe pas, oui, moi aussi. Je vais vous dire, d'abord, je connais assez bien mon métier, pour le dire. Donc, police nationale recentrée sur son cœur de métier.
Elle a assez de travail comme ça, et notamment avec les nouvelles menaces. Police municipale armée. La police municipale armée, parce que moi j'ai vu, tout le monde maintenant y vient, mais ils ne connaissent pas le dispositif. Moi j'aimerais que vous les interrogiez, comment ils font. Moi je vais vous dire comment je fais. J'ai une police armée, c'est comme Agnès Buzyn qui oui, fait mais la même proposition. Elle a même dit, il faut des policiers, mais si on les recrute, qui connaissent le quartier. C'est pas le sujet. C'est une police municipale armée. L'unité de combat, l'unité pertinente, c'est l'arrondissement. Je mets des antennes de policiers municipaux dans tous les arrondissements. Je mets un centre de supervision. Il y a des antennes de police municipale déjà, non? Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, parce que la police municipale n'existe pas. Il n'y a que pas. des adjoints de sécurité, quoi, non, dans chaque arrondissement. Pas du tout. Non, non même pas. Mais non. Ça n'existe pas. L'adjoint à la sécurité, c'est l'adjoint du maire en charge des questions de sécurité avec zéro pouvoir. C'est juste, il dit, oui, je vais faire remonter l'info. Et donc, moi, je voudrais cet adjoint de sécurité qui soit responsable de l'antenne police municipale avec un centre de supervision, avec des caméras et qui puisse effectivement centraliser toutes les images de la vidéoprotection. Parce que moi, je souhaite qu'il y ait 4000 caméras à Paris. Et des caméras, pas qui surveillent les Parisiens, qui traquent les délinquants. Parce que je vais vous expliquer. Aujourd'hui, vous avez des caméras, quand vous avez un braquage ou une agression, quand les braqueurs fuient, et moi j'ai vu dans certaines affaires, on ne les retrouve pas parce qu'on ne connaît pas leur cheminement. Les caméras permettent de tracer ces délinquants et de les retrouver. Donc ça, c'est effectivement un point important. Voilà ma structure. Un adjoint à la sécurité en charge de cette antenne municipale et du centre de supervision. Et un adjoint aux victimes qui n'existe pas. J'ai créé, quand j'étais garde des Sceaux, le juge aux victimes. Je veux un adjoint aux victimes parce que la mairie de Paris dit, oui, il y a des services sociaux. Non, un adjoint aux victimes qui aide la victime à trouver un avocat, à l'emmener chez le médecin, parce que vous le savez très bien, Monsieur Bourdin, quand vous êtes agressé, vous n'avez pas forcément le réflexe d'aller faire constater une ITT. C'est ça un adjoint aux victimes. Et il aura la charge d'attribuer les subventions aux associations vous faites victimes. Dans votre programme une grande place à la propreté de Paris, qui n'est pas très propre, c'est vrai, et plutôt sale même. Et la voirie, Alors, est-ce que les Parisiens sont sales? Je ne vais pas vous poser la question, mais vous faites beaucoup de propositions. Et puis, je voudrais parler de logement, quand même. Alors, sur la propreté, vous dites que les Parisiens sont sales. Oui. C'est facile de les culpabiliser. Que les Parisiens sont sales C'est facile de les culpabiliser quand les poubelles sont pleines, quand vous n'avez pas de dispositif de propreté adapté pour une ville comme Paris. Ils sont pas sales. Quand la poubelle est pleine, on pose à côté. Si la poubelle était vide, si on vidait régulièrement, si c'était propre régulièrement, les Parisiens, ils aiment leur ville. Rachida Dati, le logement, parce que ça m'importe beaucoup, le logement, les logements sociaux. Qu'allez-vous faire avec les logements sociaux? Vous allez en construire ou pas? Alors, les logements sociaux, je n'ai pas très bien compris. Le parc social, on peut en construire, c'est pas la question. Mais moi, je voudrais déjà... On est à 21,5. Alors, et je vais vous expliquer l'astuce. Oui. Pour faire 21,5. D'abord, le logement social à Paris, le parc social, c'est indigne. On méprise les gens. D'abord, la politique du logement social pour Madame Hidalgo, c'est quoi? C'est on achète cher dans les arrondissements de l'Ouest. Pourquoi? Pour punir, c'est idéologique. On dit on va les punir à l'Ouest. Et puis, non mais attendez, c'est mieux répartir peut-être les logements sociaux. Au Nord et à l'Est, on les méprise, qu'on les met dans des logements où au bout de 6 mois, tout est dégradé. Et le bailleur social répond abonné absent. Tout est dégradé. Les logements sociaux, tout est dégradé. Quel est votre... Et donc, moi, je souhaite Vous souhaitez que l'on construise des logements sociaux. Vous pouvez... On réhabilite certains logements et les transformer en logements sociaux. On peut avoir une politique équilibrée du logement social, mais moi, je ne ferai pas comme Madame Hidalgo d'acheter... Et ça, c'est un scandale, Monsieur Bourdin. Ils préemptent, ils prennent des logements intermédiaires, où il y a des classes moyennes. Ils sont dans ces logements depuis 20 ans. On prend ces logements, on les conventionne dans le logement social et on leur dit « Ah, vous avez trop de moyens pour habiter là. Donc, soit vous payez plus cher, soit vous partez. » Mais vous demandez une répartition homogène. Oui, bien sûr. Mais... équilibré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ben non, puisque dans votre arrondissement, on est à 2,1%. Oui, parce que monsieur... Vous allez en construire des logements sociaux dans le 7e? Parce que Monsieur Bourdin... on peut en avoir. Vous savez, j'en ai fortement. Moi, j'ai jamais été contre. 2,1%, je vois. C'est quand même l'un des taux les plus faibles de Paris. Il est où le foncier? Là, il y aura 251 logements sociaux. Pour réhabiliter des logements, peut-être, non? Bien sûr, on peut le faire. Vous savez pourquoi? Mais là où je me bats, attendez, vous allez comprendre. Parce que vous demandez, parce qu'il faut. Non, mais vous m'écoutez pas. Monsieur Bourdin, vous m'écoutez pas. Répartition homogène, dites-vous. Oui. C'est quoi? Donc aussi dans votre arrondissement. Bien sûr, mais j'en ai. C'est quoi l'homogénéité, Monsieur Bourdin? C'est la mixité.
Je suis une enfant du logement social. Je sais à quoi ça sert. Je sais. Non, mais vous, je sais, oui. Mais le logement social, c'est la mixité. Madame Hidalgo, d'ailleurs, ils ne m'ont pas contredit. Ils ont créé des dynamiques de ghetto. Moi, je ne veux pas de ghetto, je veux de la mixité. Moi, j'en ai dans le 7e arrondissement. J'ai fait un bras de fer avec monsieur... Vous êtes opposé en 2003. Pas du tout. Mais c'est pas vrai. Construction de quoi ? De logements sociaux. Non, j'ai toujours été pour, mais moi là où j'ai été, j'ai fait un bras de fer avec monsieur Brossat, et il peut vous le dire, je veux qu'on loge en priorité les demandeurs de logement social du 7e arrondissement. Et je veux de la mixité, je veux du gardien, je veux du personnel soignant, des militaires, les fonctionnaires de police. Plafonnement des loyers, vous êtes pour ou contre ? Moi, je pense que le plafonnement des loyers, c'est une conséquence, vous gérez une conséquence. Comme le marché du logement est très tendu, comme il n'y a pas de fluidité, eh ben on prend des mesures contraignantes. C'est pas ce qu'il faut pour Paris. Vous savez qu'il y a 8% de logements vacants à Paris. Une partie, pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de propriétaires qui ont été échaudés. Ils ont loué, ils ont eu beaucoup d'impayés et beaucoup de mal pour récupérer leur appartement. Ce que moi j'ai mis en place dans le 7e arrondissement, que je généraliserai, je suis aux côtés, j'ai un fonds de soutien, je suis aux côtés du bailleur. Si le locataire est indélicat, on demande l'expulsion, et moi je suis aux côtés du propriétaire pour demander le concours de la force publique pour l'expulsion, parce que c'est très compliqué. Et si ça peut arriver, vous pouvez avoir un accident de la vie. Moi j'ai eu le cas par exemple des couples qui divorcent et la maman vient me voir en me disant « Madame le maire, est-ce que vous pouvez m'aider juste à rester les 6 mois restants dans mon appartement pour que mes enfants terminent leur scolarité ?» Et donc je vois avec le propriétaire pour dire on fait un plan d'appurement du passif, on voit pour échelonner le loyer, et comme ça vous fluidifiez. Le propriétaire n'a pas peur de mettre son bien à louer sur le marché. Tout ce que je dis, c'est du vécu, du pragmatisme, et c'est de la proximité. Tout mon programme, je vais vous dire, vous ne pourrez pas me prendre en défaut sur rien, je vais vous dire, parce que je fais du terrain tous les jours. Je vais dans le 18e, dans le 19, dans le 20, dans le 7, tous les jours. Je peux vous donner les adresses, je peux vous donner les endroits. Tout est fait en fonction des préoccupations des Parisiens. Ils sont exaspérés. Même ceux qui votaient à gauche considèrent qu'ils sont méprisés. C'est pour ça que je les remobilise et je les incite à voter pour nos candidats dans les arrondissements. C'est comme ça. Moi, je ne veux pas que l'alternance pour Paris. Je vais changer Paris. Si demain, je suis maire de Paris, Paris changera totalement, croyez-moi. Merci Rachida Dati. 8h55, vous êtes sur RMC, BFM TV.